Parce qu'à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, c'est la peur de mourir de faim, en l'occurrence, qui me fait bouffer avant d'avoir faim. Le vélo est une expérience à cet endroit-là pour te rendre compte que, en fait, dans un milieu qui te semble a priori hostile avant de partir, en fait, t'as pas besoin de grand-chose. Bienvenue Jean-Lin sur le podcast, très heureux de t'accueillir. Merci beaucoup, merci de ta proposition aussi à toi Loïc. Je t'en prie, ça fait plaisir, hein, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés, donc très content d'avoir l'opportunité d'échanger sur tes dernières aventures. Ouais, Tu vas nous en dire plus, je ne vais pas faire de spoil, mais ça s'annonce croustillant. Je salue d'ailleurs Arnaud, il va vraiment falloir que j'arrive à lui mettre la main dessus pour qu'on fasse un épisode, mais l'aventure que tu vas nous partager, entre autres, c'est quelque chose que tu as vécu avec lui, donc absolument. ça serait, ouais, ça sera vraiment intéressant de voir un peu comment vous avez monté ça. Écoute, sans faire plus de spoil encore une fois, je te laisse peut-être commencer par te présenter? Ouais, donc moi je m'appelle Jeanlin, j'ai commencé le vélo il y a 7 ou 8 ans à peine, même pas. Voilà, j'ai un profil commercial, je travaille dans le retail, comme toi d'ailleurs. On a un employeur en commun, Ouais. et puis depuis, on a un peu vagabondé chacun de notre côté et moi j'ai réalisé en fait en juin, 2020, un tour de France donc en suivant les frontières et la côte française, donc ça fait 5 000 kilomètres à vélo, en toute autonomie, et puis, pas sur un coup de tête, avec un projet derrière tout ça. Alors comment, ça c'est pour les présentations un petit peu brèves, donc voilà, je suis pas un sportif de haut niveau, loin de là, mais je me suis entraîné en fait, pour faire pour réaliser ce challenge. Ouais, voilà, vraiment. 5 000 kilomètres que vous avez fait avec Arnaud en une vingtaine de jours, c'est ça, hein? Ouais, 21 jours. Donc Heu, peut-être qu'on peut dire quand même, que Arnaud, toi et moi, on avait un employeur en commun et on a travaillé dans le même magasin il y a quelques temps de ça. On a en commun quand même, des profils, on a des profils un peu sportifs et un peu des trucs un peu de frappadingue, hein, pour être clair. Hem Toi, tu as un niveau, haut professionnel, sportif et puis, tu aimes quand même courir. Arnaud, il a traversé les US, dans une course, qui s'appelle la Race Across America, la RAM, et moi, j'avais comme projet, en fait, cette année, j'ai pris un peu de temps, pour ma vie perso, et puis réaliser un projet qui me tenait à cœur, qui était un peu fou, qui était de traverser les États-Unis, d'ouest en est, sur une course qui s'appelle la Trans American Bike Race, qui fait 6 800 kilomètres et qui traverse les US. Juste ça, tranquillou. Voilà, la balade du dimanche. Voilà, ça c'est pour le dimanche après-midi devant un café. Et puis, la pandémie arrivant, eh bien ma course a été annulée. J'annonce ça, à Arnaud, avec qui on avait roulé un peu l'hiver pour s'entraîner ici et là. Il me dit: «Ah, je suis désolé Jeanlin, bon, remets-toi bien, remets-toi bien». Et je savais que lui devait participer, notamment à la TCR, la Transcontinental Race, qui est une course, de vélo aussi, sans assistance, qui traverse l'Europe et qui fait globalement, 4 000 bornes. Et malheureusement aussi pour lui, 2 semaines après, 10 jours après, je sais plus, la TCR est aussi annulée. La North Cape, qui est une autre course de 4 000 bornes, qui est annulée aussi. Bref, on met un peu de temps à s'en remettre, on discute, on échange, patati patata. Et comme j'avais un petit peu d'avance sur lui, dans mes émotions, a passé la frustration et puis l'exaspération. Je veux dire, ça faisait quand même 1 an que je me préparais, physiquement, et matériellement parlant, pour ce projet-là, et subitement, du jour au lendemain, en fait, on t'annonce que, ben, ciao, bye bye, quoi, en gros. Oui. Donc voilà, par ma curiosité, en fait, j'avais eu, vent, d'un autre truc qui s'appelait le Tour de France, de l'US Métro. Hem J'en ai pas parlé à Arnaud tout de suite. En fait, je lui ai dit: «Écoute, remets-toi ton truc, de la frustration, de tout ça, la tristesse, tout ce que tu veux, et puis on en reparle ensemble». Et Alors peut-être déjà sur ce point, Jean, pardon, je te coupe, mais c'est hyper intéressant parce que, bon, ça, c'est vos projets, vous avez vécu, on va dire, les, comment on appelle ça?
side effect. Ouais, Les les effets, secondaires. ouais, exactement, merci. Les effets secondaires du Covid, Mmh. dans vos disciplines à vous, mais je pense que c'est intéressant de voir un peu comment est-ce que toi tu as géré. Tu disais que tu as eu un peu d'avance sur lui par rapport à ta frustration, la gestion émotionnelle, et cetera. Mais il y a plein de, enfin, on est un petit peu tous impactés par ça, donc je suis curieux de savoir comment ça s'est passé, en fait, cette digestion de la nouvelle de l'annulation de la course. Hem, je crois que la première chose que j'ai faite, c'est déjà de bouffer. Ouais. J'ai pris une bière et je crois que j'ai bouffé. Hem, je dis ça sur la plaisanterie, mais il y a un peu de ça. Parce que finalement, ça a été un moyen de relâcher et de sortir en fait une frustration, alors en la bouffant aussi, mais il y a quand même de ça. Ça a été un exutoire quoi, véritablement, parce Ouais, que sincèrement, lorsque tu fais gaffe à ce que tu bouffes, tu fais tes gaffes à bien faire tes exercices que ton coach t'a filé pour préparer ceci ou préparer cela, les exercices spécifiques, euh, le renforcement musculaire, le machin, le ceci, enfin bref, mine de rien, tu te mets quand même une sacrée pression parce que la Trans-American Bike Race c'est une course, donc tu as envie de faire quand même bonne figure, même si je prétendais pas du tout à un top 10, mais en tout cas j'avais l'intention de faire une bonne figure, voilà. Mais tu te mets quand même, il y a une dose de plaisir parce que moi j'ai toujours voulu réaliser un truc complètement dingue depuis que j'étais gamin. Euh, donc il y a vraiment cette dose-là et cette dose-là enfin cette dose de plaisir que tu es prêt à prendre et le shoot de kiff que tu es prêt à prendre, eh ben il a plus lieu. ouais, Et là, tu as un espèce de, tu vois, ça s'entendra, je pense, à l'enregistrement, mais tu vois, il y a cette espèce de blanc. Du coup, t'as plus rien, t'as plus de projet. Donc, tu as un vide. Et en fait, arrivé dans ce vide-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là-dedans, quoi? C'est quoi? Et ça m'a reposé la question, mais pourquoi est-ce que je voulais faire la Trans-American Bike Race? Parce que c'était un truc fou. Ok, c'était aux US en plus de ça, je connaissais pas les US, ça me permettait de voyager au milieu. Ok, il y avait plein de choses qui venaient de se greffer, qui étaient plutôt sympas et cool. Euh, et je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est les États-Unis qui est important? C'est quoi ma priorité? Ma priorité, est-ce que c'est les États-Unis ou c'est le fait de faire un truc qui est ouf? Pour moi, en tout cas, hein, pour mon niveau mmh, d'expérience, ma préparation et tout ce que tu veux. Et en fait, je me suis raccroché à cette priorité, mon sens de priorité qui m'a dit, bah moi, ma priorité, c'est de faire un truc ouf. Et coup de bol, dans mon entourage, quelqu'un m'avait, je sais plus qui, m'avait parlé du Tour de France randonneur de l'US Métro. Et donc, c'est une épreuve qui est reconnue auprès de la Fédération française de cyclotourisme. Ça, c'est la première chose. C'est une épreuve qui existe depuis la fin des années 50, début des années 60. Donc, c'est une épreuve qui fait partie du paysage et de l'héritage cyclotouristique français qui est extrêmement important et qui a inspiré beaucoup d'autres à travers le monde. Il faut mmh, juste avoir ça en tête. Et à partir de ce moment-là, je me suis penché un peu sur le parcours pour comprendre de quoi il s'agissait. Euh, donc, suivre les côtes et les frontières de la France, on voit globalement à quoi ressemble notre hexagone, on voit à peu près de quoi il retourne. Mais si je te dis signe l'abbaye ou bien si je te dis, j'en sais rien, moi, euh, arc la bataille, ça va pas te dire grand-chose. non, En clairement. revanche, et là, ça commence à devenir intéressant. Je me dis, mais où sont ces petits points reculés de la France? Et tu commences à ouvrir juste, tu ouvres une carte, quoi. Donc, tu vas sur Google et tu tapes ta carte et tu regardes ce qui se passe. Et puis, tu te rends compte que le projet est quand même pas mal. Le voyage a l'air top. La distance, 5000 bornes, tu as le temps de voyager. C'est pas une course, mais tu peux le faire en mode sportif, tu fais un peu comme tu veux. Donc il y avait un défi sportif qui était présent. Et puis 5000 bornes, c'est quand même, lorsque tu as fait 1200 bornes dans ta vie au maximum, bah finalement, Ouais. ça fait quand même ça fait un beau gap, quoi. Euh, et c'est comme ça, en fait. Donc, tu vois, il y a eu ce phénomène de frustration, de digestion de la frustration. Je me suis retrouvé un peu dans le vide sans projet en disant bah, tout ce que j'ai fait, comment j'utilise ce que j'ai préparé pendant le reste de l'année pour l'utiliser, comment je l'utilise, comment je le mets en œuvre, comment je le mets
en action, en forme, tu vois? Mmh. Et c'est là où ça m'a véritablement, aidé, c'est de passer l'étape d'après, c'est de me dire: «Bah, tiens», après c'était de rebondir sur mon acquis, sur mes priorités et de me dire: «Ben, tiens, ça peut être pas mal» et ça rentre en plus de ça, c'est dans la en France, donc il y a pas besoin de passer de frontières, donc au niveau des et de la pandémie, ça matchait bien aussi avec ce truc-là. Et puis, et c'est comme ça en fait, que je me suis dit: «Ça, c'est un beau projet, il y a quand même 5 000 bornes». On a rajouté deux trois cols au milieu avec Arnaud. En fait, j'ai proposé à Arnaud et puis moi j'avais rajouté des cols avant et puis c'est comme ça qu'on l'a fait. Et j'en regrette absolument rien, quoi. C'est somptueux. C'est génial de voir que, ouais, c'est comme tu dis, en fait, tu as su rebondir. Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est quelque part enfin, ta motivation profonde, c'était quoi, que tu rattachais à ce projet de course aux États-Unis, de traverser les États-Unis en autonomie? Mmh. Et comment tu as su, tu vois, identifier ça et une fois que tu l'as identifié, bah, trouver le projet qui pouvait répondre à tous les critères que tu mettais, derrière ce rêve, mais qui soit plus réaliste compte tenu de la situation, avec le coronavirus. Hyper intéressant Ouais. et il t'a fallu combien de temps, avant qu'on rentre dans le détail du projet du coup, pour digérer, on va dire, la nouvelle? Écoute, je crois que j'ai appelé Arnaud, 4-5 jours après. Ah ouais, ouais, donc ouais, tu es allé vite, tu as pas perdu de temps, quoi. Non, Ouais. Ah, c'est une non. bonne leçon, je trouve. Tu vois? Rebondir tout Je de me suite. Ouais, ouais, je crois que ça m'a pris 4-5 jours. Ouais. Peut-être 6, enfin, tu vois, peut-être une petite semaine, quoi, en gros. Ouais, ouais, Je ouais. pas la date exacte, mais globalement un peu moins d'une semaine. Parce que Arnaud a eu sa réponse, a eu l'information 10 jours après et moi je lui en avais parlé déjà 2-3 jours avant, tu vois? Donc c'est ça, entre 5 et 6 jours, enfin, c'est entre 5 et une semaine, entre 5 et 7 jours, quoi. Ah, Mmh. hyper intéressant, hyper intéressant. Surtout comme tu dis que j'imagine que la frustration devait être intense parce que tu avais passé 1 an à préparer cette course? Ouais, 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 donc ah, tu allé vachement vite pour tourner la page, hein? ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, en fait, je m'en rends pas complètement compte, mais avec le recul, en t'en parlant là, effectivement, ouais. Mmh. Ouais. Bon, et si on parle du projet, 5 000 kilomètres, tu nous as une vingtaine de jours. Le dénivelé, tu l'as encore en tête à peu près? Je crois qu'on a fait un peu plus de 60 000 mètres de dénivelé. Ah ouais! Oh la vache! OK, Ouais, OK, ouais, ouais, OK. ouais, ouais, Donc, OK, donc 5 000 mètres, 5 000 mètres, 5 000 kilomètres, 60 000, mètres de dénivelé, 20 ouais. jours. Ça a été quoi du coup les alors peut-être a priori, c'est-à-dire avant que vous vous lanciez dans le projet, c'était quoi pour vous les gros points, peut-être pas d'inquiétude, mais, ouais, les aspects, du défi, on va dire, qui vous faisaient un peu peur? Hem, Arnaud avait, une deadline, qui était au 28 ou 29 juin, je sais plus, parce qu'il devait suivre une formation et en fait, OK, hem, donc son inquiétude à ce moment-là était de dire: «Est-ce que je vais arriver en temps?» Heu, Moi mon inquiétude, elle est pas arrivée avant de partir, elle est arrivée plutôt, enfin c'est pardon, non c'est faux ce que je dis. La 1re inquiétude que j'ai eue, c'est de dire: «Dans quoi je me lance?» Tu vois? L'inconnu complet. J'avais l'impression, tu sais, d'être hem, de voir une carte postale de la France devant moi en me disant: «Je vais vraiment faire tout ça?» Et il y a un côté un peu enfantin, je suis tu vois? Ou, naïf, voilà, plutôt naïf. Ouais. Parce que en fait, devant l'immensité de ça, Arnaud avait déjà, tu vois, réalisé ce genre de distance, mais moi pas du tout. Donc il y avait un côté un peu naïf en disant: «Mais tiens, comment ça se passe après?» Tu vois? Après quoi? Après le 2e jour, le 8e jour, le 15e, le 20e, avant? Enfin, tu vois? Ouais. Donc c'était un peu, il y a un côté, et c'est ça que moi j'ai trouvé, délicieux aussi, hein. C'est, de retrouver dans cette forme d'innocence, parce que même si tu t'es préparé et tout ce que tu veux, il y a de retrouver cette petite espèce d'innocence de la découverte qui est Mmh. absolument, enfin, pour moi en tout cas, un goût merveilleux, quoi. Après, chacun son truc, mais voilà, pour moi ça a été un bonbon, quoi, vraiment.
Ouais, je me reconnais bien là-dedans aussi et c'est ouais, c'est clair que ça devait être enfin hyper excitant de te dire: «Bon, bah, voilà, c'est parti, je vais découvrir, enfin, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait». Et peut-être de le faire de le partager en même temps, j'imagine, parce que vous connaissiez déjà Ouais. avec Arnaud, donc il y avait, j'imagine, cette notion, derrière? Ouais, absolument. Et je crois qu'il y a eu plusieurs, la notion de partage est une évidence, mais, hem, il y a aussi le fait, d'arriver à une forme d'essentiel. C'est-à-dire que tu, au fur et à mesure du parcours, en fait, on s'est dit: «Ah bon, on a», tu vois, au début, on avait pris des sacs de couchage, un sac de couchage, un matelas, des vêtements un peu plus chauds, patati patata, et puis au fait, au troisième ou quatrième jour, on les a renvoyés par la poste en se disant: «Non mais ça sert à rien, on prend du poids pour rien», et lorsque tu fais ça, hem, ça veut dire que tu as suffisamment confiance parce que tu sais que tu trouveras un lieu pour pioncer, pour pianter, non, j'arrive plus à parler, pardon, pour dormir, je dis un autre mot, pour, pioncer et pour dormir, donc facilement. Donc ça, c'est l'expérience qu'on a eue sur les premiers jours. Et donc tu lâches une partie de contrôle que tu as amené avec toi aussi. Ah, intéressant. Donc tu lâches complètement ça et tu te dis: «Bah, je sais que je suis convaincu que dans les jours qui viennent, je vais pas me retrouver dans la panade parce que j'aurai lâché mon sac de couchage, parce que je Et vous pourrais avez dormir». réussi, vraiment sur les 17 jours suivants, après les avoir renvoyés, à trouver à chaque fois, Ouais, un toit, ouais, un lit? Ah ouais, ouais! Ah, ouais. c'est hallucinant ça. Mmh. Donc tu vois, et c'est là où tu te rends compte que finalement tu es accroché. Si tu extrapoles un tout petit peu et on sort juste un instant du cadre du vélo, en fait, le vélo est une expérience à cet endroit-là, pour te rendre compte que, en fait, dans un milieu qui te semble a priori hostile avant de partir, en fait, tu as pas besoin de grand-chose. Mmh. Bien sûr, tu as un vélo, bien sûr, tu as des pompes, bien sûr, tu t'es entraîné, bien sûr, tu as de la flotte, bien sûr, tu as de la bouffe, bien sûr, tu as une carte bleue, tu as un téléphone, voilà. Mais lorsque tu, y penses, lorsque tu fais le chemin inverse et que tu regardes un type qui s'appelle Pascal Plaine, qui, est, décédé malheureusement, qui a fait le Tour de France, je ne sais plus combien de fois, 10 ou 15 fois. Il faisait tout ça, sans téléphone, sans GPS et avec des cartes. Donc, et en revanche, lui avait gardé son matelas et un sac de couchage pour faire le Tour de France. Donc ça mène exactement en sens inverse de nous, on a gardé nos GPS, nos téléphones et on a lourdé le reste. Donc ça veut aussi dire, tu vois, ça prouve encore à quel point on était quelque part, un peu attachés à nos téléphones. Alors on était, tous les 2 ravis, lui d'avoir ses enfants, en FaceTime et moi d'avoir ma femme au téléphone. Et puis eux avaient été heureux quand même d'avoir de nos nouvelles pour savoir pour leur dire qu'on allait bien, quoi, tout simplement. Ouais, Mais ça te pose encore, des questions sur qu'est-ce que tu es prêt à lâcher? ouais. Mais alors justement, Et il y quel est avait il y a l'impact pas de une l'environnement sur préci toi aussi? pardon, vas-y, vas-y. Quelle est la force de l'environnement? C'est-à-dire, ta femme, tes enfants, tes potes, si tu es pas marié, ou ton copain ou ta copine, ou peu importe, sur toi. C'est-à-dire, jusqu'à quel endroit tu es prêt à lâcher ça? C'est une autre histoire, hein? Ouais, ouais, non, clairement, ouais. Tu vois, là, spontanément, si je m'imagine, sur des trips un peu longs que j'ai fait, s'il avait fallu que je lâche, mon matelas, mon duvet, ma tente pour, j'ai jamais fait un truc comme ça, hein, mais du coup, que je dépende quelque part, tu vois? C'est comme ça que je le vois spontanément, que du coup, je dépende de l'aide, d'autrui. Eh oui. Ouais, c'est j'avoue que c'est pas évident, tu vois? Mmh Il mh. y a pas eu une forme de pression associée à ça? Comment vous vous organisiez du coup? Vous rouliez jusqu'à une certaine heure et après vous cherchiez un toit ou ça se passait comment? Exactement. Ouais, ouais. Ouais, ouais, OK, tout à fait. Et après, tu as de merveilleuses, applications, Booking pour pas ne pas la nommer, pour trouver un truc rapidos, et tu trouves, hein, en fait, OK. tu trouves. Ah oui, d'accord, OK, OK, ouais, donc vous comptiez pas uniquement sur la Non, générosité de gens qui vous hébergeaient comme ça spontanément, non, non. OK, OK, Et c'est là OK. aussi, qu'est-ce que tu lâches, tu vois? Qu'est-ce que tu laisses tomber? Ouais, Donc, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Là, on parle d'un matelas et d'un sac de couchage, mais maintenant tu peux aller un peu plus loin parce que est-ce que tu as vraiment besoin, de,
3 shorts ou 2 shorts, peu importe, et 2 maillots. Est-ce que te tu peux en garder qu'un seul et trouver un moyen de faire une machine une fois de temps en temps? Tu vois, Ouais, tu peux qu'est-ce que tu, décroches de toi? De quoi n'as-tu pas besoin? Ou de quoi as-tu besoin? Formule-le comme tu veux, mais ouais, dans les 2 ouais. cas, qu'est-ce que tu gardes à l'essentiel, quoi? C'est vraiment intéressant comme tu dis, ce retour à l'essentiel et Mmh. ça, c'est quelque chose que vous aviez anticipé tous les 2 ou ça a été une espèce de découverte, une prise de conscience, après quelques jours? De façon générale, Heu, hein, parce que tu as dit que le matelas, c'est arrivé au troisième jour et visiblement, ouais, c'était plutôt vous l'avez réalisé à ce moment-là, mais de façon plus générale, ça s'est passé comment? de façon plus générale, en termes d'organisation, tu veux dire? Ouais, c'est cette notion de, tu vois, retour à l'essentiel, c'est quelque chose que vous avez, cherché à faire, au-delà du matelas et des duvets que vous avez renvoyés ou? Pour moi, c'est vraiment, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment apparu au fur et à mesure et je me suis dit: «Mais en fait, tu vois, dans les choses essentielles, bien sûr, ma femme, bien sûr, ma famille, bien sûr, mes potes, bien sûr ceci, bien sûr cela, OK. Mais, en fait, ce qui m'a été surtout important, c'est de dire: «Mais en fait, lorsque tu fais un effort physique aussi important, au début, par exemple, je vais te prendre un autre exemple, tu on parle de la bouffe. Parce que lorsque tu fais un effort physique de 250 bornes ou 300 bornes, peu importe, en fonction des journées, ou 150 en fonction des journées avec beaucoup de dénivelé, tu bouffes. Parce que tu as peur de crever la dalle Ouais, et d'être en hypo, 1 heure et demie après, le début de ton col. Ou bien parce que, il va faire froid ou parce que tu vas monter ou en altitude ou pour une raison ou pour une autre. Bon, OK, très bien. Heu et puis subitement, tu te rends compte parce que, tu as eu l'expérience suivante, la veille ou l'avant-veille. Finalement, tu as fait 100 bornes en bouffant beaucoup moins que la veille et puis finalement, tu es ni tombé dans les pommes, tu as pas été moins performant et puis ça se passait bien. C'est intéressant, hein, ouais. comme expérience. Parce qu'à ce moment-là, tu te dis: «Mais en fait, j'ai la c'est la peur de mourir de faim, en l'occurrence, qui me fait bouffer avant d'avoir faim». Ça me fait penser à ce qu'Arnaud disait dans l'épisode que vous avez fait tous les 2 sur son podcast. Ouais, Lui, c'était le froid, je crois, hein. absolument. C'est pareil, c'était fascinant tu vois, de l'écouter dire qu'il se surcouvrait, il a en fait, sa peur à lui, sa terreur, c'était le froid. Hem et il avait déjà partagé aussi qu'il voyait comme il organise la Race Across France bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est une course de vélo, qu'Arnaud, Manzani organise en France avec plusieurs formats, mais je crois que le plus long est à 200 ou 2 400 kilomètres 2006, et ouais. 2006? Ouais, Mmh. 2006, les 200 de plus comptent et il expliquait en fait que enfin très rapidement au départ, pour les gens qui avaient peu d'expérience, c'était assez flagrant, de voir que ouais, après, 100-200 kilomètres, il y avait pas mal de participants, encore une fois peu expérimentés, qui étaient complètement saturés en sucre, parce que le réflexe était, tu vois, j'aurai pas d'énergie, ça va pas y aller, je bouffe, je bouffe, je bouffe. Absolument, Alors qu'en réalité, ouais, ça a plutôt l'effet, inverse. Le pouvoir du absolument. cerveau, c'est fou, hein. C'est fou et c'est là où et tu vois qu'il y a toute, toi qui fais un peu d'études en coaching et toutes ces choses-là, mais c'est ça ça peut être pris comme surmonter une peur connue, type Arnaud, j'ai peur d'avoir froid, Ouais, mais ça peut être aussi, quelque chose dont tu prends conscience au fur et à mesure que tu as l'expérience, de ton aventure. Repartir à l'essentiel pour moi, c'est de dire: «Mais en fait, qu'est-ce que je prends dans la vie de tous les jours dont je n'ai ou qu'est-ce que j'achète ou qu'est-ce que je mange ou qu'est-ce que j'ingurgite d'une manière ou d'une autre?» Ça peut être, des fringues, des vélos, des je sais pas quoi, enfin ou des planches à voile, enfin, tu vois? Mais de de quoi je m'agrège ou de quoi je m'alourdis et dont finalement je n'ai pas besoin? mmh et qu'est-ce que ça a changé pour toi, si tu es OK pour le partager, après cette expérience, du coup? Ah bah, j'ai vendu plein de trucs dont j'avais pas besoin, tu vois? Je me suis Ah séparé ouais? de ouais, ouais. Mmh. J'ai arrêté de bouffer plein de trucs, je bouffe beaucoup moins. J'ai pas maigri pour autant, mais j'ai beaucoup mais ouais, ouais, il y a des choses dont je me délaisse. Mmh. Ah, c'est génial de voir qu'il y a eu, des enseignements et tout de suite de la mise en pratique après l'expérience, Ouais, ouais et puis là, tu vois, pour te donner une idée, je tu vois, je cherche du boulot en l'occurrence, hem et
je suis ravi d'avoir eu les expériences professionnelles que j'ai eues auparavant, mais là, je cherche quelque chose de beaucoup plus essentiel, tu vois. Et il y a deux choses qui me tiennent à cœur. J'ai un projet de boîte de vélo, et puis de trouver un truc dans lequel je me retrouve, tu vois, clairement, Mmh. et qui soit pas du tout, qui soit essentiel à la vie. Voilà, c'est Mmh. plutôt ça. Il y a une forme de simplicité en fait qui dans mon cas, hein, Arnaud, il te le dira autrement, mais pour moi, dans ma situation en tout cas, ça a été vraiment une forme de transformation au niveau de la simplicité, de qu'est-ce que je garde dans ce que j'ai vécu. J'ai appris que j'avais plus forcément besoin d'énormément de choses pour vivre tous les jours, que ce que j'arrête de faire. Est-ce que j'ai besoin de partir, j'en sais rien moi, enfin, je sais pas, une semaine au ski, 2 semaines à Tenerife pour faire de la planche à voile, et puis une semaine, j'en sais rien, ou 2 semaines en, j'en sais rien, en Martinique pendant les vacances. Ce que j'ai Mmh. jamais fait, hein. J'ai jamais fait ces trucs-là auparavant, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est indispensable ou pas? Est-ce que j'ai besoin de ça pour vivre? Est-ce que ça me nourrit, tu vois, ou pas? Waouh! À quel moment tu as eu justement cette prise de conscience que, bah, que ce Tour de France, il a été plus qu'un élément sportif, Ouais, mais visiblement, j'ai l'impression, enfin carrément un milestone, perso, quoi? ouais. Il y a eu Heu, 2 ou 3 moments. La Un des premiers, ça a été, un ça, c'était avec Arnaud qu'on l'a vécu. Je crois que c'est le troisième jour lorsqu'on arrive, du côté au nord de Metz. On est accueilli par une personne, qui s'appelle Pascal Semet, qu'on connaissait absolument pas, hein, que Arnaud ni moi n'avions rencontré, qui vient à notre rencontre. Il fait nuit, il est 22 heures. Il vient à notre rencontre. On avait vécu un coucher de soleil, pardon, extraordinaire, sur les hauteurs. La nuit tombe, Pascal Semet arrive en vélo avec sa lampe, sa dynamo et tout ce qu'il faut. Il nous a dit: «Ah, je vous attendais. Venez, on vous a préparé un repas à la maison avec ma femme, vous venez dormir à la maison». Authentique, OK. hein, authentique. Un gars extraordinaire, et depuis on est resté en contact évidemment. Et qui nous a accueillis comme ça. Et ce moment-là où alors que tu t'y attends pas, il est 22 heures, tu t'es pris du vent dans la tronche pendant 320 bornes ou 340 bornes, je sais plus, et quelqu'un vient à ta rencontre, tu as un phare qui s'allume juste en face de toi dans la nuit profonde et qui te dit: «Venez bouffer à la maison», tu te dis: «Waouh!» Tu vois, les bras en mais tu es touché. C'est, tu te rends compte, enfin, tu vois, enfin, je veux dire, Arnaud et moi, OK, on fait du vélo, on aime ça, on organise des courses, machin, OK, très bien. Et enfin, tu vois, tu te rends compte de la gentillesse? Ouais, c'est plus que du vélo là, c'est de l'humain. C'est de l'humain, ouais. C'est du cœur, là, point barre, point barre. Ouais. Ça a été un des premiers moments. Un des seconds moments, ça a été dans la descente du Ventoux. On arrive en haut du Ventoux avec 2 Marseillais, dont l'un d'entre eux, Seb, avec qui on s'est bien marré, on a raconté des conneries tout du long de la montée, et qui, arrivés en haut, on les salue et tout. Ils nous avaient accompagnés pendant, je sais plus, 150-180 bornes, et hem et on les laisse juste au moment où le soleil va tomber, ouais, tombe. Et dans la descente du Ventoux, moi j'en ai pleuré d'émotion, et mais vraiment, hein, des larmes aux yeux, hein, de voir la beauté du soleil en train de descendre. J'en ai gardé des photos, c'est somptueux, absolument somptueux. Je me suis arrêté, je sais plus, 2 ou 3 fois avec Arnaud, pour voir, tu vois, juste pour voir le soleil se coucher, quoi, c'est tout. Ouais. Bon, je suis pas surpris, c'est dans le sud, hein. Le sud, c'est magnifique. Enfin, c'est à Ouais, la mais toi, frontière, sud, mais bon, tu es ça tu es reste Toulonnais, magnifique. je crois que je t'ai pas vu venir. Mais non, mais c'était absolument, enfin, tu vois, quand ça il y a pas beaucoup de moments où ça m'a pris d'un point de vue émotionnel comme ça, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est une larme, physique, hein. C'est pas une expression, au second degré, c'est au premier degré, hein. Parce que c'est beau, c'est autre chose, hein, pour moi. Ça, c'était un second très, très grand moment.
Et le troisième moment, c'est lorsque j'ai retrouvé, des cop en fait, j'ai retrouvé des copains, dans les Pyrénées et qui sont venus, rouler avec nous, le col d'Aspin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le col d'Aspin, Tourmalet et on en a fait un troisième juste avant, Peyresourde évidemment, et qu'on a fait avec eux. C'est des copains que j'avais pas vus depuis, 2 ans facilement et on s'est retrouvés, et j'avais la joie d'un, tu sais, d'un enfant qui retrouve vraiment la spontanéité d'un enfant. Tu ressens Ouais. ça véritablement. C'est assez magique. Et c'était un grand moment de bonheur pour moi de les retrouver. Et ça fait aussi, tu vois, je te parlais des choses essentielles. Ben, ça, c'était essentiel, ouais, Mmh. clairement, clairement. Après, donc voilà, c'était toi, ces trois choses, trois moments en tout cas qui m'ont clairement vraiment marqué. Euh, ouais, ouais, vraiment. Mm. Super. Ouais, c'est ça, ouais, c'est on sent quand tu les évoques que ces 3 moments-là, ça a été, émotionnellement, ça a été quelque chose, hein. Ouais, et je trouve que c'est dans mon cas en tout cas, ça aurait été vraiment d'être capable d'apprécier et de laisser de la place aux émotions, tu vois, dans mon corps, si je puis dire, pour les laisser vivre. Mmh. Et ouais, tu peux le conceptualiser, tu peux l'intellectualiser, tu peux le machin, mais te sentir pris par la beauté d'un spectacle, que ça soit avec des personnes ou bien juste devant un coucher de soleil, ben ouais, c'est pas la même expérience, quoi. Tu penses que tu aurais eu, cette capacité à laisser la place aux émotions et à les écouter si vous aviez été, dans un état d'esprit plus, compétition, faire un chrono, faire un record, Non, Ouais, non, mais dans ce cas-là, tu regardes pas le coucher de soleil, en fait. ouais. Ouais. Non, Ah mais ouais, c'est c'est pas, intéressant. ouais, ouais, ou tu le regardes d'un coin d'œil en disant: «Tiens, c'était pas mal» et puis après tu traces ta route, quoi. Mais tu t'arrêtes Ouais. pas. Hem, ouais, tu t'arrêtes pas, quoi. Un autre moment, je vais donner un autre exemple. Heu, Lorsqu'on part du Mont Ventoux, pour aller en direction de Saint-Chinian, donc c'était la première journée de grosse chaleur, vraiment. On s'est pris du vent, grosse chaleur, et Arnaud commençait à avoir sacrément mal aux pieds, pied droit notamment, même pied gauche aussi, tu me diras. Et on arrive dans un patelin qui s'appelle Saint-Martin-de-Londres, que tu connais peut-être toi du côté de Montpellier. Tu m'entends? Non, non, ouais, ouais, Non? mais non, je connais pas. Ouais, je te disais ça parce que mon truc c'est arrêté. Et en fait, on voit une énorme route droite, 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 droite qui arrive dans un patelin et on devine trois énormes platanes au fond. Il fait 30, un bon 30-35 degrés. On nous a pris pas mal de voitures, on est un peu fatigué quand même. On arrive un peu avant le 10e jour de course, ou à peu près, ou tu vois, de rando. Et on voit trois énormes platanes, une fontaine d'eau fraîche, un troquet à l'ombre et une boulangerie. J'imagine déjà la suite là. Donc, le truc que tu fais lorsque tu arrives, d'abord, c'est que, un, lorsque tu vois ça, tu t'arrêtes. T'as pas prévu de faire, mais tu t'arrêtes. Deux, t'enlèves tes pompes, tu fous tes pieds dans l'eau et tu te détends. Et je peux te dire on a juste, tu vois, c'est le moment où tu as envie de t'ouvrir une binouse avec ton pote, c'est le moment où tu le fais pas. T'en as juste rien à secouer. Juste du moment, tu sais, tu as un espèce de paradis pour un cycliste qui arrive ici. Et après, tu vois, la première partie de journée qui a été un peu violente, ouais, ouais, on était content d'avoir ça. Et c'est pareil, là, en mode chrono, ben, même si tu vois ça et que t'en baves, ben, tu peux t'arrêter si tu veux, mais t'es plus en temps chrono dans ce cas-là. Ouais, ouais, Ça, ouais. c'est, tu peux, Christophe Helgert, un autre, un grand cycliste d'ultra distance, qui a gagné 4 fois la Transcontinental Race et des choses, ce genre de choses-là, a fait le Tour de France, je crois, en 12 ou 13 jours, tu vois, en mode chrono. Ah ouais, ouais. Vraiment, chrono, quoi. Donc, voilà, c'est pas le même niveau d'engagement et là, tu t'arrêtes pas, quoi. Tu sautes la première nuit, t'avances aussi long que tu peux, tu dors un peu après, tu dors 2 heures par nuit ou 3 heures par nuit, et puis Mmh. tu continues et tu te poses pas de questions, quoi. Qu'il fasse jour ou nuit, peu importe.
Là, c'était pas du tout l'esprit de notre truc, ouais, de notre tour, quoi. Notre tour, c'était vraiment, on voulait on voulait faire quelque chose de sportif. On a fait quand même 250 bornes par jour en moyenne, donc c'est quand même pas trop mal. On a bouffé du dénivelé et puis, ouais, on a profité aussi, quoi. Et il y a des jours où on s'est posé 1 heure ou 2 dans un café parce qu'il faisait beau, que la bouffe était bonne et qu'on était trop content d'être au soleil, quoi. Non, mais c'est vrai, tu vois? C'est Ouais, aussi ça, ouais. hein. Et C'est comment aussi vous ça. avez géré ça d'ailleurs? Parce que, bon, vous connaissant tous les 2, sportivement, vous êtes plutôt, voilà, entreprenants, des un peu des battants quand même, hein, en termes d'état d'esprit, il faut le dire. Donc, Mmh. comment ça s'est passé la collaboration, enfin la collaboration, c'était plus qu'une collaboration, mais l'aventure à 2 comme ça? En termes d'effort, vous rouliez à la même vitesse, la fatigue, peut-être que les 2 étaient pas fatigués en même temps, donc comment ça s'est passé? En fait, hem, on peut quasiment diviser en 2 la route. Les 8-9 premiers jours, moi, j'étais pas au top. Arnaud roulait plus vite que moi. J'avais un vélo aussi qui était plus lourd, que le sien. Hem et j'avançais moins vite que lui, clairement. OK. Et donc, Donc là, vous tu vois, rouliez pas ensemble, du coup? on a roulé ensemble, en fait, jusqu'à, avant Seyssel, donc au pied, tu vois, des Alpes. Et moi, je me suis arrêté à Seyssel. Arnaud était devant moi, il est arrivé, il a fait 40, 30-40 bornes, 30-40? Peut-être un petit peu moins, je sais plus. Il est arrivé à Annecy, en fait, moi je me suis arrêté à Seyssel. Heu et heu et c'est comme ça qu'on l'a joué. On s'est dit: «Bah, c'est pas grave, tu es plus rapide que moi je partirai plus tôt demain matin et puis on se retrouvera». Ça, c'était un c'était un des trucs qu'on a fait. On l'a fait une deuxième fois le jour suivant aussi, où, moi j'ai dans le col de la Madeleine, donc c'est 26 kilomètres de montée, pour se faire plaisir. Je suis redescendu de l'autre côté. Arnaud, lui, il allait plus vite que moi, il était bien en jambes à ce moment-là et il est arrivé, au col du Vieux Télégraphe le soir même et moi je me suis arrêté, juste en bas, à Saint-Jean non, Saint-Michel-de-Maurienne, je crois, et je l'ai repris le lendemain matin, tu vois? OK. On a fait on a fait ça ces 2 fois-là et après on a toujours dormi ensemble, il y a eu ces 2 nuits-là durant lesquelles on n'a pas dormi ensemble, c'est tout. OK. Mais tu vois, on s'est dit: «Bah, c'est pas grave, ben, Arnaud, va plus vite que moi à ce moment-là, bah, je repartirai plus tôt demain matin et puis je me remettrai dessus», tu vois? Et puis c'est comme ça qu'on s'est fait. OK. Mais ce qui veut dire, si on prend un tout petit peu de recul, c'est qu'on s'est donné cette liberté-là. C'est-à-dire on s'est pas Ouais, dit: «Il faut exactement, ouais. Ouais, ouais. heu et de la même manière, tu vois, lorsque Arnaud, lui, moi en fait, j'avais un problème de hauteur de selle où je ne trouvais pas, tu vois, je me reconnaissais pas, quoi. Je savais que j'étais capable de plus appuyer sur les pédales, j'avais beau essayer, en fait, je m'épuisais plus qu'autre chose et en fait, j'ai réglé un peu ma hauteur de selle, différemment, un peu le recul à droite à gauche, et c'est comme ça, en fait, que j'ai retrouvé de la forme et de la puissance, au fait, pour appuyer sur mes pédales. Et lorsque j'ai retrouvé ça, j'étais reparti, tu vois? Et lui, Arnaud, avait des problèmes de pied, bon ça il le savait depuis avant de partir, je veux dire, il l'avait déjà rencontré aux US et ainsi de suite. Et sauf que lorsqu'on est arrivé, à Saint-Chinian, il se demandait à chaque fois, il a dit dans le podcast qu'on a fait ensemble, il disait: «Mais, je me demandais si où était la prochaine gare, au cas où j'ai à arrêter quoi complètement, hein, pour remonter sur Paris». Et puis, en arrivant à Saint-Chinian, on était, flingués, il faisait chaud, on est arrivé à la on était à mi-parcours quoi, en gros, on se fait, on se tape un resto de ouf, une énorme pizza et tout, trop bien, on se requinque vraiment et le soir même, Arnaud, m'a dit: «Attends Jean, il faut vraiment qu'on trouve une solution, sinon ça va vraiment, c'est plus possible quoi, en fait». Je lui dis: «OK» et puis on commence à trouver des solutions et tu vois? C'est aussi ça qui avait fait que, on a duré, et ça a marché aussi entre nous, c'est qu'on s'est entraidés à un certain moment, on s'est donné la liberté de pouvoir avancer à notre rythme aussi à un moment. Tu vois? Après dans les Pyrénées, donc c'est juste pour dire que là, tu vois? À ce moment-là, bah, je l'ai entraidé pour trouver une solution et on en a trouvé une qui l'a aidé pour le reste de la course. Un peu plus tard,
Dans les Pyrénées, ben, moi j'étais bien, tu vois, donc j'avançais et tout. En sortant des Pyrénées, bah, j'étais bien entre Dax et en remontant vers c'était Dax, oui, c'est ça. De Dax, en remontant toutes les Landes, moi j'ai avalé les kilomètres. Tu vois, Arnaud s'est mis derrière moi et puis moi j'ai roulé en fait vraiment à fond pour avancer le plus vite possible parce que je trouvais ça extrêmement pénible ce point-là, donc j'ai tiré tout droit. Et on a avancé vraiment, tu vois. Et puis à d'autres moments, en Bretagne ou en Normandie, bah, tu vois, j'aimais bien un peu avancer à droite à gauche, et puis on se retrouvait à un autre endroit, mais et ainsi de suite, tu vois. Mais c'est voilà, on se donnait cette liberté de rouler ensemble à certains Ouais. moments, et puis à d'autres moments, on n'était plus ensemble, et puis on se retrouvait le soir. Donc voilà, il y a une grande liberté, je trouve, en fait. Et ça vous l'aviez défini, avant le départ? Pas du tout. OK. Ça s'est mis en place naturellement. Ouais. Cool. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme ça que ça a marché, en fait. Ouais. Et par C'est ça. curiosité, c'est quoi la solution que vous avez trouvée pour son pied? Ouais. En fait, allez, Arnaud a des orteils en fait qui sont plus hauts que le plat du pied. Donc, ce qui fait qu'il y a il y a une tension en permanence sur ses orteils qui sont beaucoup plus hauts. Et en fait, lorsque tu appuies en dessous des phalanges, ça permet de détendre les orteils. Les orteils retombent. Et OK. donc, en roulant une chaussette, on s'est aperçu en fait que ça soulageait les orteils d'Arnaud. Et donc le lendemain matin, ça c'était un dimanche soir, le lundi matin, la pharmacie du Patelin ouvrait, de Saint-Chinian en l'occurrence, ouvrait, et à 8h ou 8h30 ou 9h, enfin bref, peu importe. Et Arnaud était rentré dedans pour retrouver des espèces de petits coussinets ou des coussins, tu vois, que tu enfiles et qui permettent de soulager tes phalanges, enfin d'avoir un appui supplémentaire sur tes phalanges pour soulager tes orteils. Ah ouais, OK. Ouais. Voilà. OK, bon. Des détails. Mais Merci pour tu vois, le petit détail anatomique de d'Arnaud. ouais, non, mais Intéressant. ouais, ouais, non, mais t'es livré à toi-même, donc à un moment, faut trouver des solutions, quoi. Faut Ouais, ouais, comprendre non, comment, mais ça c'est quoi la mécanique, quoi. C'est quoi le processus qui est en place pour qui fait que, quoi. ouais. Ouais, bon, voilà. Faut être créatif, quoi. Il y a toujours une solution, il faut, je trouve qu'il y a ouais, il y a beaucoup de solutions qui sont possibles, et puis parfois tu as besoin de l'aide d'autres personnes pour t'aider, pour arriver à tes fins, quoi. Ouais. Voilà, faut trouver les ressources. Ouais, clairement, c'est une belle leçon ça aussi. Tu vois, le fait de je trouve ça vachement, inspirant de t'entendre raconter comment vous avez, quelque part, vous êtes donné suffisamment de liberté pour, bon, OK, le projet, vous l'avez fait à 2, mais en réalité, en tout cas au début, vous rouliez pas forcément ensemble, mais vous étiez OK avec ça. Ça s'est mis en place naturellement. Et après, par contre, quand il y a des galères qui sont arrivées, que vous ayez réussi à les surmonter, tous les 2. Je trouve que c'est ouais, Mmh. c'est beau en termes de partenariat et d'intelligence, bon, un peu quelque part d'intelligence émotionnelle, j'ai l'impression. Ouais, ouais, mais je crois qu'il y a un autre phénomène aussi, qui est arrivé, et naturellement, hein, c'est que je crois que il y a on a co-construit ce truc-là ensemble. C'est-à-dire que moi j'ai pas dit à Arnaud: «Non, non, tu m'attends», et lui il m'a dit: «Bah, allez, accélère». Tu vois? Ça aurait pu être ça. Ouais, On voilà, c'est pas comme ça que ça s'est mis en place du tout, du tout, du tout. La manière dont ça s'est mis en place, c'est de dire: «Bah, attends, vas-y avance», et puis, voilà, on se tient au courant. On avait des téléphones, on pouvait se retrouver plus tard, s'il y avait besoin, tu vois? Donc, mais on l'avait pas du tout anticipé, et je crois que ça a été en fait, je crois que c'est quelque chose qui nous a fait, qui a permis, parce qu'on n'avait pas pensé à ce genre de truc-là et parce qu'on n'en avait pas du tout parlé en fait, hein, on avait parlé uniquement du parcours avant, ouais, euh, et qu'on s'était dit, bon voilà, si on arrive à faire 250-300 bornes dans la journée, ben c'est très bien, quoi. Tu vois, là, c'est à peu près ce truc qu'on avait en ordre de bataille dans notre tête, dans un coin de notre tête. ouais, C'est- Et en fait, le fait de pas d'avoir laissé beaucoup de vide, là où ça peut être anxiogène pour certains, pour nous, en fait, ça nous a permis de créer ce qu'on voulait, de co-créer même quelque chose qui nous a aidés, en fait. mmh, Tu vois, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que le fait de laisser de la place à la créativité et l'imagination au moment où ça allait arriver, finalement, t'es pas en train de te dire, oh là là, et s'il nous arrive ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu es déjà en train de te mettre dans une spirale un peu négative. Tu es au contraire en train de te dire, ben, on va laisser du vide.
Alors ça peut être hyper, dit comme ça fout les pétoches, mais en fait, dans la réalité, tu te rends compte que un, tu te bourres le morichon en disant, tu juste c'est juste ton mental qui est en train de te rattraper en disant: «Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir un minimum de contrôle sur quelque chose?» Et en fait, tu gaspilles de l'énergie, hein. C'est tout ce que tu fais. Ouais, et tu sais quoi? Ça me fait penser à c'est vraiment marrant, que tu partages ça parce que ça me fait penser à un il y a plusieurs projets que j'ai démarrés, en simultané et du coup, je m'étais dit: «Bah, écoute, voilà, il faut que je structure vraiment tout ça», donc j'utilise une appli, qui s'appelle OmniFocus, qui permet, Mmh. tu vois, de faire des listes de tâches avec, potentiellement des séquences et cetera et en fait, il y a un de ces projets où je me suis dit que j'allais aller vraiment dans le détail de la planification, vraiment dans le détail, tu vois? Et en fait, il s'est passé exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que j'ai eu au bout d'un moment, en fait, je cochais des boîtes sur le enfin, je cochais des si tu veux, j'éliminais des lignes de tâches à faire, mais d'un point de vue, fun, créativité, bah, j'ai clairement vu une différence, tu vois? Il se passait plus grand chose. Je courais Ouais, après mes tâches, donc c'est ouais, chiant. ouais, c'est chiant, ouais, mais c'est vraiment une bonne leçon, je trouve, tu vois, que vous avez réussi à enfin, C'est quelque chose que un vous avez réussi à mettre en place dans ce projet, mais qui, à mon sens, tu vois, s'applique dans la vie pro, la vie perso, ouais, arriver à lâcher prise quelque part et à laisser de la place à l'imprévu, à la créativité comme tu dis et quelque faut part juste, ça permet de vivre plus pleinement quoi, j'ai l'impression. dans notre cas, oui. Ouais, Hem, Dans le cas d'une boîte, tu as un environnement qui te dit, faut quand même gagner de l'argent à la fin du mois, quoi. ouais, ouais, Donc, ce qui veut pas dire que ça soit pas rentable. Parce que en fait, ton staff est aussi hyper heureux de participer à un projet, de mettre leurs pattes et ainsi de suite. Et donc ça tu peux il y a plein de manières de le voir. Ce que je veux dire, c'est que, on était 2, tu vois? On n'était pas une équipe de 10 ou 15 collaborateurs. ouais, Peut-être que ça marche très bien, hein. J'en ai juste pas l'expérience et peut-être que ça marche très, très bien, hein. Il faut juste faire l'expérience, c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que, la liste de tâches te permet une productivité où le plaisir est moindre, en revanche l'efficacité est maximale. ouais, Nous, on était à l'inverse, c'est-à-dire si tu prends si tu prends la balance opposée, nous on était plutôt complètement, à l'opposé de ça. C'était pas moins bien, ni mieux, ni quoi que ce soit, c'est juste qu'on l'a fait différemment. Mais c'est une forme qui nous correspondait. Peut-être que dans une autre équipe, la forme de la planification de la tâche, ainsi de suite, est beaucoup plus ajustée. ouais, Donc ouais. je crois que c'est aussi l'environnement. Non, ouais, clairement et puis c'est peut-être aussi une question de balance à trouver, tu vois? C'est-à-dire que si je reprends ce projet en particulier sur lequel, enfin que j'évoquais, clairement la création de ces listes et cetera a aidé, mais c'est peut-être un niveau, tu vois, le niveau de détail dans lequel je suis allé. Donc comme tu Ouais. dis, c'est vrai que c'est voilà, c'est peut-être, contextuel, mais aussi, une question de dosage, on va dire. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est bien d'avoir eu cette expérience-là parce que c'est comme ça que tu l'as appris aussi. Ouais, non, exactement, exactement. Bon, bah, écoute, super intéressant et qu'est-ce que tu en retires, toi? Alors peut-être je vais faire plusieurs questions dans la question, mais peut-être déjà d'un point de vue, même si on l'a un petit peu évoqué, d'un point de vue humain, parce que ce défi, tu l'as comme tu disais, vous l'avez co-créé à 2. Donc qu'est-ce que toi tu retiens de tout ça et avec quoi est-ce que tu repars, que ce soit en termes de collaboration, de communication, notamment? Et 2, bah, qu'est-ce que ouais, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que ça a déclenché comme envie, à venir, que ce soit sportif ou pas, pour toi? Mmh. Hem, le pour moi, il y a, une étape de priorité, qui est remontée à la surface. C'est-à-dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est Ouais. l'essentiel? Est-ce que ça me nourrit? Autrement dit, pas forcément en termes, alimentaires, mais aussi en Mmh. termes, d'émotion, de satiété, de réconfort, de bonheur, de joie, de larmes, de ce que tu veux. Mais comment ça me nourrit? Est-ce que j'ai besoin de cette nourriture-là ou pas? Ça, c'est un vrai sujet. Ça, pour moi, c'est le genre de truc, tu vois, où, tu changes, enfin, pour moi, en ce qui me concerne, excuse-moi, c'est vraiment un changement un peu de paradigme où j'étais plutôt dans l'excès de tout avant et là, je me dis: «Bah, tiens».
si je me reconcentre sur l'essentiel, c'est quoi? Mon essentiel à moi. Je suis pas en train de donner des leçons de morale, hein, c'est pas le sujet. Ouais, ouais. Hem, mais de quoi j'ai envie? De quoi j'ai vraiment besoin, tu vois? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir, 10 vélos? Alors j'en ai pas 10, mais ou est-ce que, juste 2 me suffit, tu vois? Ouais. Hem, heu, voilà. Ou est-ce que et ça sous-entend, heu, de ressentir un besoin, physiologique, quoi, pour le coup. Lorsque tu as faim, tu sens ton ventre gargouille, quoi, tu as la sensation de la faim. Est-ce que, lorsque tu achètes ton quatrième vélo, tu as la sensation d'un quatrième besoin ou est-ce que c'est une conception mentale? Tu vois? Je suis désolé d'être un peu caricatural, mais j'essaie simplement Non, d'être non, mais clair. tu sais quoi? Ça me parle beaucoup parce que quand on voilà, à l'époque, on travaillait ensemble, en fait, je me suis retrouvé à un moment donné avec 4 vélos dans mon petit 32 mètres carrés parisien, donc ça et quand je repense à la situation, c'est je vois très, très bien, ce que tu évoques. Voilà, mais c'est pareil après tu le décuples, à tous les niveaux en tout, de ta vie après dans tes potes. Est-ce que tu as besoin de tout ce monde-là ou pas? Est-ce que tu as besoin de gagner autant je vais être, un peu franc, hein, mais est-ce que tu as besoin de gagner autant d'argent ou pas? Est-ce que, j'en sais rien moi, est-ce que tu as besoin, tu vois, on a beaucoup parlé et échangé sur, l'environnement, l'écologie ensemble et Ouais, je sais que c'est un sujet sur lequel on se retrouve, sur beaucoup à beaucoup d'endroits. Est-ce que, j'ai besoin de, j'en sais rien moi, de prendre un avion pour partir en vacances? Est-ce que je peux y aller en vélo? ouais, Je tire le trait volontairement, heu, mais c'est juste pour, voilà comment moi ça m'interpelle. C'est de quoi, j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin, d'acheter, plein de merdouilles, qui me servent à rien? Ou, est-ce que, juste, cultiver mon potager, ça me suffit, quoi? ouais. Donc ce retour Par exemple. vraiment à l'essentiel ou en tout cas à l'essentiel, en tout cas à ce qui apporte, une valeur ajoutée à ta vie, une vraie valeur ajoutée. Exactement, complètement. C'est Bien du résumé. minimalisme en fait, hein? Non? Exactement, c'est comme ça que je course, pileux. Ouais. Oui, oui, mais absolument, il y a une forme de minimalisme, pas, pour tomber, tu vois, sans des excès de radinerie ou de tu vois, Ouais. c'est pas du tout ça. Au contraire, j'ai levé de l'argent pour des enfants autistes, pour mon filleul, qui a atteint une maladie, enfin, tu vois? Donc c'est pas du tout, de faire le moins possible, c'est pas ça, mais de faire, le nécessaire. Voilà. Mmh. Mais pour des von ouais, pour, ouais, faire le nécessaire. C'est pas, non, c'est pas, consommer parce que c'est disponible et parce que j'en ai les moyens, c'est parce que j'en ai besoin. Ouais et un vrai besoin, je veux dire, c'est ça que j'entends, hein, c'est un besoin, quasi vital, Exactement, ouais. ouais. Vital et puis, tu vois, tu peux amener un peu évidemment le confort n'est quand même pas désagréable, mais tu vas pas, bien sûr, j'ai un frigidaire, un four, enfin des trucs un peu évidents comme tout le monde. C'est tu vois, ça c'est utile, ça m'est utile, ça m'apporte quelque chose, voilà. Mais, je fais cuire ma viande, hein, je suis pas un paléo, je sais plus quoi, qui bouffe sa viande crue, voilà. Mais, il y a un peu de ce côté-là, c'est de se dire: «Bah, de quoi j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin, du dernier, téléphone, d'une grande marque connue, ou est-ce que je peux me passer, est-ce que je peux m'en passer? Est-ce que je peux attendre la quatrième ou cinquième génération qui suivra? Est-ce que, j'en sais rien moi, tu vois? C'est vraiment, est-ce que j'ai besoin de partir aux 8 endroits de la France ou de la planète, pour partir en vacances? Est-ce que, Mmh. enfin et peut-être que tu en as besoin, hein, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut dire juste dire se poser la question. En disant: «Mais à Ouais. quoi que ça m'apporte quoi? Ou qu'est-ce que en quoi ça me nourrit?» Et c'est dur, hein, de faire cet exercice-là, hein. C'est vachement dur, hein. Ouais, bah, ouais, parce qu'il y a un paquet quand même un paquet de croyances associées à tout ça, tu vois? Puis, bon, on va pas faire du marketing de bas niveau, mais, Non, c'est on est clair. aussi exposé à une quantité de messages qui, tu vois, qui peuvent faire penser qu'on a tout le temps besoin de plus, mieux, puis tu vois, dans le cadre du sport, si je regarde, bon, ouais, dans le sport, c'est très facile de tomber dans, Est-ce que j'ai besoin d'acheter un nouveau vélo pour aller plus vite? ouais, exactement, exactement, ouais. Eh oui. Mais, ouais, non, clairement, bah, écoute, ouais, super, 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 intéressant comme message, et sur la suite alors, qu'est-ce que ça t'a donné, dans quoi est-ce que tu te lances,
pour pouvoir revenir sur le podcast des frappés et nous partager la prochaine aventure complètement folle. Ce serait quoi le teasing que tu nous fais aujourd'hui? Oh, hem, j'ai, heu il y a quelques courses en fait, de vélo en France, qui me font très envie. Donc j'y participerai. C'est pas forcément des trucs, des courses, de 5 000 bornes, loin de là, bien au contraire. Mais c'est de repasser, dans les traces, d'anciens cyclistes notamment, qui ont fait des courses extraordinaires, qui étaient des athlètes, de très, très haut niveau, dans les années 1910, 1920, 1930, qui ont fait des courses, mais hallucinantes, en pignon fixe avec, en simple pignon ou en double pignon, et qui ont traversé des massifs. Il y a d'ailleurs un Suisse, qui l'a refait il y a quelques années de ça, Patrick Seabase, et qui a traversé, qui a fait une étape de 310-320 bandes, je sais plus, à travers les Pyrénées en pignon fixe et sans frein. Donc voilà, il y a des petits trucs Ah comme ouais, ça, ouais, ouais. sans Il y a frein, mais un attends, si on ouvre une petite parenthèse, en comment ils gèrent ça sans frein? en dérapant, en bloquant sa Ah roue ouais, à la arrière et vraie en quoi. dérapant. À la vraie. Mmh. Ouais, là, mais je le ferai jamais, hein, tu OK. vois? Je mettrai des freins sur mon vélo et je recommande à personne de faire ça, vraiment sur des longues distances, et en descendant des cols en plus de ça. Non, non, faut vraiment être entraîné, quoi. Tu vois, il y a des auditeurs, donc faut quand même pas raconter tout et n'importe quoi. Ouais, ouais. Heu, il faut quand même être un peu prudent, je veux dire, c'est dangereux, le mec a l'expérience, physiquement, il est extrêmement affûté, il y a aucun sujet là-dessus, mais il faut quand même être un peu prudent, quoi. Donc voilà, donc j'ai des petits projets comme ça. Il y a, l'année prochaine, il y a aussi un une superbe traversée qui est organisée, d'un point de vue cyclotouriste, qui est organisée par Stéphane Gibon, qui s'appelle La Réconciliation, et qui part notamment des plages du débarquement en Normandie, pour finir, et il passe au travers notamment des plaines de la Seconde Guerre mondiale, de la Première et Seconde Guerre mondiale, en OK. traversant, évidemment la Somme, la Marne, Verdun, et terminant, faisant un tour en Allemagne, pas en Allemagne, pardon, mais en Alsace, et terminant, à Belfort, en gros. En passant, donc tu prends la Première et Seconde Guerre mondiale et tu prends les terrains de bataille de la Première et Seconde Guerre mondiale. Donc ça va pas être piqué des hannetons. Ouais. Voilà, il y a des petites choses comme ça, qui, ouais, voilà, qui me parlent et qui me font ouais, qui vraiment, il y a des courses qui sont vraiment axées performance, mais qui sont pas du tout, organisées avec un organisme et ainsi de suite. Donc c'est plutôt des routes que j'essaie de faire le plus rapidement possible, en tout cas pour mon niveau et ma condition physique. Et puis il y a des routes, que j'ai envie de voyager, de prendre pour effectuer un parcours, quoi, véritablement. Mmh. Waouh! Voilà. Bah, écoute, ça donne envie. Si tu devais, on arrive à la fin, si tu devais peut-être, fort de ton expérience de ce Tour de France, avec Arnaud, et surtout des enseignements que tu en as tirés, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Alors c'est un peu la question classique, mais le conseil que tu donnerais du coup, hem, ce serait lequel? Heu, Trouvez un truc fou dans votre tête, allez et vous préparez-vous et puis allez-y sans vous poser de questions, quoi. Vraiment, il y a un endroit, on on imagine toujours la solution, on imagine la solution au problème avant de poser la question. Bref, moi je commencerai par la question et je me Mmh. lancerai. Commencer par la question et se lancer. Ouais, ouais. C'est vraiment ça, c'est de se laisser heu, c'est vraiment le choix de la liberté. Ouais. C'est c'est vraiment le choix de prendre le temps de choisir ce que je veux faire différemment. Bah, écoute, on retiendra ça, savoir faire le choix, de la liberté. C'était génial d'écouter, j'ai bu tes paroles, hein. Il faut définitivement que je recontacte Arnaud pour avoir, son histoire aussi de son côté, mais ça avait l'air incroyable comme expérience. En tout cas, ça fait Mmh, plaisir, pour tous les 2 que vous ayez réussi à la co-construire, ensemble. C'est vraiment génial. mmh, Encore vraiment. merci d'être venu, la partager avec nous.
Et hâte de diffuser tout ça. Je suis sûr que ça inspirera un paquet de gens. On a échangé pas que sur l'aspect sportif, c'est ça que j'ai trouvé vraiment passionnant dans la conversation. Euh, Plein d'enseignements. En tout cas, moi, il y a plein de choses avec lesquelles je repars. Tu vois, j'ai pris des petites notes pendant qu'on échangeait. Donc, encore merci pour tous ces partages, Jean-Lin. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour la suite, pour tes prochains projets. Et je te dis, j'espère à bientôt. Ouais, avec grand plaisir, Loïc. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!